down. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'heure du vieux. Mathieu Ricard, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe, photographe, spécialiste de génétique cellulaire et moine bouddhiste. Alors, je précise pour les fans des Marseillais à Miami que bouddhiste ne veut pas dire que vous boudez. Alors, moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique. Vous avez vendu des centaines de milliers de livres, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les droits d'auteur sont intégralement reversés à chaque fois à votre organisation humanitaire qui s'appelle Karuna Shechen. Vous avez fondé en 2000 et qui aide aujourd'hui 400 000 personnes en Inde, au Tibet, au Népal, dans des écoles, dans des dispensaires, dans des cliniques. Il vous reste rien. Bah, juste de quoi me déplacer. Ouais. Mais enfin, je n'ai pas besoin. Mon ermitage fait 9 mètres carrés, sans chauffage, j'ai pas de voiture, pas de terrain, pas de maison. Et puis en plus, au Népal, on ne peut pas faire de piscine parce que c'est en plante partout. Les Ferrari ne circulent pas. Ouais. Enfin, j'en ai vraiment pas besoin, ça serait plutôt des ennuis qu'autre chose. Vous dites, je n'ai pas de maison, à part votre petit ermitage évidemment. J'ai en tout et pour tout 3 paires de chaussures, une pour ici et 2 pour le Népal, où je vis 6 mois par an. Voilà. C'est le dénuement absolu. Mais non, c'est la simplicité volontaire et heureuse. Ouais. Moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique, on l'a dit, à la télévision. Vous dites, c'est pour mes projets humanitaires que je fais le clown dans les médias. Vous avez l'impression de faire le clown? Oh, c'est-à-dire que, comme les gens disent toujours le moine hyper médiatisé, vous avez dit l'homme le plus heureux du monde, c'est la plus grosse blague de la planète. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ouais. Si vous voulez, en fait, des fois, même des gens qui me demandent pourquoi est-ce que vous venez quand vous demandez. Je dis, bah, vous m'avez demandé de venir, je suis là, sinon je suis tranquille dans mon ermitage. Ouais. En fait, c'est très simple. Il y a 2 raisons. Une part, parce qu'il y a des idées qui me sont extrêmement chères et qui, je pense, peuvent être utiles à partager. Ne serait-ce sur l'altruisme, la coopération, la bienveillance, le fait d'être un peu moins l'esclave de toutes nos émotions destructrices. Et ensuite, effectivement, quand je suis dans mon ermitage, je me dis pourquoi est-ce que je redescends, c'est beaucoup pour soutenir ces projets humanitaires que j'ai commencé, dont je suis un peu le visage public, hein, donc le clown. Et puis aussi, maintenant que je prends de l'âge, l'idée peut-être de fonder une fondation qui malheureusement porte mon nom. Si vous voulez que les gens continuent à donner de l'argent, il vaut mieux qu'elle porte votre nom. Si vous voulez, c'est un peu l'épidémie du narcissisme, mais dans mon cas, c'est plutôt pour que ça perdure après moi. Les idées vers une société plus altruiste, faire peut-être des actions en France pour ceux qui sont dans le besoin, et continuer nos actions en Asie. Alors, vœu de pauvreté, mais aussi vœu de chasteté. Alors, bien sûr, vous avez eu des aventures amoureuses jusqu'à vos 30 ans. Vous avez même failli vous marier quand vous aviez 21 ans. Ah, vous savez tout. Ouais. Mais depuis votre ordination en 1978, il y a donc 40 ans, no sexe. Non, mais ceci dit, c'est forcément, on a des affinités électives. On se sent très proche de certaines personnes. La moitié de l'humanité, à peu près, c'est des femmes. Ouais. Donc l'idée qu'on va dire, oh là là, attention, c'est sûr qu'on a des sentiments. Ben, ceci dit, j'ai gardé jusqu'à maintenant mes vœux monastiques et à 73 ans, ben, voilà, je crois que c'est râpé. De finir comme ça. Mais honnêtement, ça vous a apporté quoi, cette chasteté? Alors, si vous voulez, c'est pas seulement la chasteté. C'est le fait que si j'avais une famille et des enfants, comme j'aurais pu l'avoir, ben, je serais probablement encore à l'Institut Pasteur ou quelque part. Ouais. L'idée de partir dans l'Himalaya pendant 5 ans, tout seul dans un ermitage, comme je l'ai fait au fil du temps, c'est pas très sympa pour la femme et les enfants. Bon. Donc, si vous voulez, ça donne une liberté incroyable. J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait pendant 50 ans dans l'Himalaya si j'avais eu la responsabilité d'une famille, élever des enfants. Ce qui est incroyable quand même, Mathieu Ricard, c'est que les maîtres et les lamas bouddhistes n'ont pas d'obligation de chasteté, en fait. Alors, mes 2 maîtres principaux, les premiers, Kangyo Rinpoche et Dokgen Rinpoche, avaient une famille, c'était des yogis. Voilà. Alors, eux n'avaient pas fait ce vœu de monastique, comme le Dalai Lama l'a fait, par exemple. Non, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est pas obligatoire, disons. Ça vous aide pas forcément d'atteindre à l'éveil, mais simplement, ça simplifie l'existence, pour sûr. Vous dites la droite a fini par apparaître comme un syndicat de défense
des privilégiés, il faut que la droite se consacre aux déshérités avant tout. Moi, je prendrais un exemple tout simple. Je reviens à la réalité de mon expérience d'enseignant. C'est vraiment ma vocation. J'ai toujours voulu enseigner dans le secondaire. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été au contact de ceux qui sont directement les principales victimes de la crise de notre école. Quand la droite a défendu une opposition très forte aux questions éducatives, aux réformes qui avaient lieu, elle le faisait souvent en disant il faut défendre l'excellence, il faut défendre l'élitisme. C'est vrai d'une certaine manière qu'il faut défendre l'excellence, mais il faut d'abord défendre l'excellence, non pas pour ceux qui sont déjà les plus favorisés, il faut d'abord la défendre pour ceux qui sont directement victimes de la baisse du niveau dont notre école souffre aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui sont aujourd'hui dans les familles qui cumulent le plus de difficultés. Ça, c'est un grand thème de la droite, défendre la culture, défendre la transmission de l'héritage, mais nous devons défendre ces questions-là d'abord pour les plus déshérités et pour les plus défavorisés. Alors, primat de l'intellectuel et du culturel sur l'économie, et préférer la lettre aux chiffres. Et ça, Edgar Morin m'a dit ici qu'effectivement, le monde avait basculé le jour où les chiffres ont pris le pouvoir. C'est vrai qu'on vit cet aboutissement aujourd'hui, qu'est la numérisation du monde, où tout ce qui existe doit pouvoir être traduit en chiffres, où tout ce qu'on vit doit pouvoir être converti en nombres. Cette numérisation du monde, cette passion pour le big data, peut-être elle nous laisse un peu démunis quand il s'agit de dire ce qui ne se traduit pas en nombres. Et je crois, je ne vais pas donner le sentiment que je suis opposé au nombre, que je suis opposé à la liberté d'entreprendre, à l'initiative, à la réussite économique. C'est très important, encore une fois. Mais de fait, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un marché qui fonctionne bien. Mais ce qui donne un sens au marché, ce qui donne un sens aux chiffres et à l'échange, c'est ce qui ne s'échange pas, c'est ce qui ne se marchande pas. Alors, vous attendez quoi du grand débat national, François-Xavier Bellamy ? Je ne sais pas trop quoi en attendre, parce qu'en fait, ce qui me fait très peur, c'est le sentiment qu'on ne sait pas du tout à quoi il va finir par servir. La politique, c'est aussi des rythmes qui sont déterminés par les institutions. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'on paye assez cher le fait que le débat de 2017 n'a pas été pour la France l'occasion d'un vrai choix d'avenir. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec toutes ces questions qu'on n'a pas réglées, en fait. Sans doute, on ne fera pas l'économie de retourner ensemble au moment de ce choix, parce que si c'est juste un débat en l'air, je ne sais pas tellement ce que le président de la République pourra faire des résultats qui lui seront confiés. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous reviendriez sur le mariage pour tous ? Si j'étais au pouvoir, je pense qu'il faudrait qu'on repense en profondeur la question de la famille. C'est ça qui m'a beaucoup blessé dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à se comprendre au fond, qu'on n'a pas réussi à en parler vraiment. Ça a été une occasion de confrontation très vive. Très dur. Et très dure, et d'une certaine manière très blessante pour tout le monde. Dans ce débat, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de dire justement que dans ce monde où tout est mouvant, on a besoin de repères clairs et stables. Et que être un enfant, ça veut dire savoir qui sont ses parents, et qu'on ne peut pas faire du seul désir l'occasion du lien de filiation. Si on fait du seul désir l'occasion du lien de filiation, ben on sait la fragilité du désir. Et en disant ça, je ne parle pas spécialement de la question de l'homosexualité ou des personnes homosexuelles. C'est une question qui évidemment portait et pesait sur elles. Mais d'une certaine façon, ce n'était pas d'abord le sujet. Le sujet fondamental, c'est qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Et ça fait trop longtemps vraiment qu'on est en train de détricoter par tous les moyens possibles, je pense à la politique familiale en particulier, qu'on est en train de détricoter ce qui faisait une des forces de notre pays, c'est-à-dire le fait qu'il se reposait, qu'il s'appuyait sur la solidité des liens familiaux. C'est un grand impensé d'ailleurs de la question des gilets jaunes aujourd'hui. Sur les ronds-points, les gens disent d'abord qu'ils sont tout seuls. Et cette solitude profonde qu'on est tous exposés à vivre aujourd'hui, elle est aussi liée à la question de la famille. Si j'étais au pouvoir, je tenterais, ou en tous les cas si demain je fais de la politique, je tenterais simplement d'essayer de reposer cette question de savoir ce que c'est que ce lien fondamental qui nous réunit. Alors, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous seriez plus restrictif sur l'accueil des migrants ? Oui, parce que je pense qu'en fait, une politique qui prétend à la belle intention de l'ouverture inconditionnelle provoque exactement la catastrophe qu'elle dénonce. Fondamentalement, tout ce qui augmente les flux, tout ce qui fait comme si on pouvait croire qu'il y a des migrants. C'est incroyable d'ailleurs ce mot de migrant. Personne n'est un migrant en fait, personne n'est en déplacement. On est tous justement des êtres humains, on a tous besoin d'une demeure. Et tout migrant qui est arraché à son univers familier, à sa demeure, soit par la violence du lieu où il se trouve, soit par le fait qu'un Eldorado l'attire, qui est en fait une utopie, une fiction, tout migrant qui est arraché à son milieu naturel vit d'abord un arrachement. Il est perdu, il perd quelque chose de fondamental. Et en fait, quand on fait comme si on pouvait venir ici sans condition, quand on fait comme si c'était facile de s'installer dans notre pays, on provoque la tragédie. J'ai lu un rapport passionnant il y a quelques jours qui dit que, c'est des chercheurs européens qui ont travaillé sur le sujet, que le business des passeurs s'alimente de la fragilité des procédures d'asile. Et le business des passeurs, on sait ce que c'est de la traite d'êtres humains, avec évidemment les plus belles promesses et qui se nourrit de nos belles intentions. Et donc il faut qu'on soit capable de dire,
Voilà. Construire une demeure, c'est-à-dire avoir 4 murs et une porte, c'est la condition pour accueillir ceux qui en ont vraiment besoin, mais c'est aussi ce qui doit nous permettre de faire en sorte qu'on retourne à un monde qui soit un peu plus sensé, où on ne facilite pas indéfiniment les circulations qui provoquent du malheur à grande échelle. Pourtant, François-Xavier Bellamy, la charité chrétienne vous imposerait quand même de recevoir ces gens qui souffrent dans leur pays, non? Bien sûr, il faut ouvrir la porte à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont absolument besoin. Mais je dirais 2 choses sur le sujet. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui viennent dans notre pays sont ceux qui ont réussi à réunir dans leur pays suffisamment d'économies, suffisamment de moyens pour partir. Ceux qui ont quelques formations, quelques diplômes. Et donc, en fait, derrière, là aussi, nos bonnes intentions... Ça appauvrit ces pays-là. Il y a évidemment ce qui vient empêcher ces pays de se développer comme ils le devraient. La deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est qu'en réalité, l'asile, ça suppose de pouvoir aller dans un pays sûr quand votre pays est traversé par la guerre ou par la violence. Quand vous êtes dans un village et que votre maison brûle, c'est normal que vous puissiez être accueilli chez votre voisin parce que vous en avez besoin. Mais quand vous êtes dans un village et que votre maison brûle, vous n'avez pas nécessairement le droit d'entrer dans n'importe quelle maison du village. Et aujourd'hui, on est tombé dans une sorte de folie avec la question de l'asile, où on fait comme si, parce que votre pays ne va pas bien, vous avez le droit d'habiter dans le monde entier, là où vous en avez envie. Pour vous, amour et mariage ne coïncident pas forcément, pas plus que amour et sexe. Mais non, bien entendu. Enfin, encore faut-il le dire. Mais tout ça est dans une confusion que vous pouvez voir partout, au cinéma, dans les kiosques, les magazines, etc. Non, c'est une confusion complète. Je crois que tout simplement, l'amour est quelque chose de tout à fait profond, qui entraîne une fidélité très profonde, qui n'a rien du tout de sexuel. Voilà. Ça n'a rien à voir. Vous dites la fidélité sexuelle, c'est idiot. Oui. Oui, c'est pas la vraie fidélité. Non. Voilà. Et en même temps, la sexualité est pas sans mieux, parce que vous dites la sexualité des jeunes gens n'est pas pauvre, elle est inexistante. Et vous vous expliquez en disant, à partir du moment où tout est permis, bah, plus rien n'est drôle, quoi. Il y a plus de tabou, il y a plus de transgression, en fait. Et non, et c'est pour ça qu'il y a dépression. Voilà. Alors, sur le mariage pour tous, on vous a demandé votre avis, vous avez dit, le mariage, qu'il soit hétéro ou gay, est un abêtissement. Oui, voilà. Alors, à propos de Balance ton porc, vous avez dit, c'est injuste pour les porcs, car le porc est une créature éminemment érotique. Oui, et douce, et tendre, et mangeable en plus, bien que ce soit interdit, vous savez, dans certaines régions religieuses. Le porc, mais c'est une merveille, le porc. Arriver à bon port, oui. Vous savez, c'est quand même fondamental. Vous dites, bah, c'est pas dans votre livre, mais vous l'avez dit sur France Inter il y a 2 ans, la femme française a baissé depuis le XVIIIe siècle. Est-ce que vous pensez que Balance ton porc a tué le libertinage, par exemple? Ça ne peut pas tuer le libertinage, parce que le libertinage correspondra à des systèmes nerveux qui se débrouilleront dans n'importe quelle circonstance. N'importe quoi. Donc, c'est tout simplement des trucs qui sont de vengeance, de ressentiment. Le problème aujourd'hui, c'est la haine, vous savez, c'est la haine. Tu haïras ton prochain comme toi-même. Oui. Voilà où bon, nous ça. en sommes. Ouais, parfait. Alors, vous parlez de Dieu. Donc vous êtes athée, on est d'accord. Vous êtes athée. Mais vous êtes quand même sensible à l'encens, aux orgues. J'aime l'Église catholique. Ouais. Et je suis ahuri de voir qu'elle est en pleine détérioration, qu'on fait son procès sans arrêt sexuel, et que tout ça... Surtout beaucoup d'églises malgré vandalisées. un pape jésuite qui lutte contre sa curie et qui l'enferme et qui lui coupe les jarrets à chaque occasion. Tout ça est triste, mais très révélateur, parce que c'est sur 2000 ans que ça se passe. Et quand vous êtes en Italie, cher Thierry Ardisson, vous admirez quoi? L'Église catholique. Voilà, pour ces merveilleuses réalisations. Alors, en revanche, vous parlez du diable. Pour vous, le diable, c'est la société du spectacle, c'est le mensonge social, c'est quelqu'un qui s'affiche très moraliste en tous les cas, et vous tenez, par rapport à ce moralisme, ou à cette moraline, à conserver votre mauvaise réputation. Oui, absolument. D'ailleurs, je la conserve très bien. Je suis censuré à peu près partout. Merci de m'inviter. Chez moi, vous avez toujours été le bienvenu. Le diable, c'est le prince de ce monde, c'est-à-dire le prince du mensonge. Vous savez, voilà, je suis les textes d'assez près. Et c'est quelqu'un qui veut diviser, pour régner.
Alors, j'adore quand vous dites « Il n'est pas question que je meure ». Je trouve ça génial. J'adore. Bien sûr. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Spinoza, et qui a écrit ceci. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ouais. Et ben voilà, j'expérimente. Et je vous le souhaite. Il y a peut-être une chose, là, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, c'est la question Colombo. Vous avez déclaré « Aucun des écrivains que j'admire n'est à l'Académie. Elle est réservée aux médiocres, à ceux qui ne laisseront pas de traces durables. » Ça, c'était en 2008. 10 ans après, vous n'avez pas changé d'avis? Non, pas du tout, Pas au du tout. contraire. Je pense que c'est en pleine perdition. Ouais. D'ailleurs, les écrivains intéressants... ce qui pourrait produire un petit soubresaut, c'est si Houellebecq, venant de sa misère, rentrait à l'Académie. Oui. Ce serait un pied de nez, mais ce serait une plaisanterie magnifique. Ouais. Donc, n'en parlons plus. Quand vous voyez Frédéric Mitterrand, Pascal Bruckner, Luc Ferry se faire recaler, ça vous désole ou... Ce ne sont pas des écrivains. Ouais. En principe, il y avait des gens de très grand talent à l'Académie. Mauriac, Paul Morand, voilà, par exemple. Bon, là, ça n'est plus. Ça a toujours été assez triste comme personnel. Ouais. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi on parle encore de ce vieux mouroir. Oui. C'est un mouroir. C'est un mouroir. Voilà. Et maintenant, à la main, qu'on va faire une interview Meilleurs ennemis. Quel est le pire défaut d'Emmanuel Macron? D'être trop jeune. Qu'est-ce que vous enviez à Laurent Wauquiez? Rien. Qui d'ailleurs réussit la performance de montrer que la plus grande des éducations n'est pas synonyme d'intelligence politique. Qu'est-ce qui est rassurant chez Marine Le Pen? Rien. Qu'est-ce qui est admirable chez Ségolène Royal? Sa ténacité. Oui. Qu'est-ce qui vous rend dingue de Benoît Hamon? Qui? Qu'est-ce qui rend Christophe Castaner si exceptionnel? D'être là où il est. Qu'est-ce qui est si impressionnant chez Marlène Schiappa? Le fait qu'elle arrive à vous faire parler d'elle tout le temps. Ouais. Elle se donne du mal quand même. Hein. Oui, mais vous tombez dans le piège. Ah oui, volontiers, volontiers. Qu'est-ce que François Hollande avait compris avant les autres? Rien. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'on regrette chez Nicolas Sarkozy? Que les pas de côté qu'il a pu faire font qu'on ne garde pas le meilleur souvenir de ce qu'il a fait de bien, ce dont on a parlé. Qu'est-ce qui est craquant chez Angela Merkel? Sa fermeté, son courage. Moi, elle m'impressionne beaucoup. Ouais. Oui, elle me fait craquer, désolé. Ah oui, ben voilà, très bien. Quelle est la plus grande expression de sagesse de Donald Trump? Il y en aura peut-être une, ne pas se représenter. Voilà. En fait, Donald Trump, c'est un peu le président des Gilets jaunes américains, non? Oui. Ben, c'est pour ça qu'il vaut mieux que les Gilets jaunes n'aient pas le pouvoir. Ce que j'aime dans vos interviews, ça me rappelle le grand oral de Léna, mais en rigolo. De vous raconter les années Charlie Hebdo, donc effectivement c'est passionnant, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais c'est vraiment passionnant. Les années France Inter, alors là aussi ça recommence. On dit que c'est l'amitié que vous avez avec Carla Bruni qui avait incité Nicolas Sarkozy à vous faire nommer à la tête de la station. Ça a été un... Mais si les gens avaient été un peu observateurs, ils auraient compris quand même que je travaillais avec Jean Lucas depuis déjà 20 ans. Synergie, il y avait. On travaillait vraiment ensemble depuis longtemps. On a même dit que vous écriviez les chansons de Carla Bruni à l'époque. Oui, ce qui était insultant pour Carla, c'est vrai que Carla est une amie que j'aime beaucoup et qui écrit des très belles chansons toute seule. Elle a tellement pas besoin de moi pour écrire ses chansons. C'est pas faire confiance aux femmes, au fond, hein, que de dire ça. Et je précise qu'en plus, on était amis, Carla et moi, avant qu'elle ne connaisse le président de la République. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit.
Alors, en tout cas, Nicolas Sarkozy, vous avez déconseillé de virer Guillon. Ça, c'est vrai. Oui, Ça, oui. c'est dingue. Parce que pendant les 5 ans où j'ai été patron de France Inter, les gens croyaient que je prenais mes ordres à l'Élysée, mais c'était délirant parce qu'il m'a jamais parlé de France Inter. La seule fois où on a parlé, il m'a dit « Mais t'es con de virer Guillon, c'est que des emmerdes. Oui. » Voilà. Non, je dis « Mais je suis obligé de le faire parce que comme il m'insulte tous les matins, pratiquement, je pouvais plus gouverner la chaîne. C'était pas possible. C'est comme quand on a une classe de gosses et qu'il y en a un qui vous traite de sale con, de pauvre con, tous les matins, tous les jours. Vous pouvez plus tenir votre classe. On regarde Serge. J'ai entendu ici et là que mon départ serait une décision politique. Si c'est politique, c'est stupide. Que je sois ou pas présent sur cette antenne, le président Davis, je n'ai aucune incidence. Ça ne peut pas être politique. Alors, c'est vrai qu'après mon papier sur DSK et Martine Aubry, le président Sarkozy a dit dans un avion qu'il détestait mon travail. Quelques mois plus tard, il nomme à France Inter un ami de Carlita, Philippe Val, auteur de cette phrase désormais culte « France Inter est une radio qui coûte cher à l'actionnaire, qui n'est pourtant pas très bien traité par la station. » Guillon, quoi. Mais l'actionnaire, c'est le peuple. Hein. Ouais. Donc, je Oui, c'est pense les que impôts. quand on dit ça tous les matins, le peuple est maltraité parce qu'il y a toute une partie qui paye, pas pour entendre ça. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, il était pas drôle. Enfin, c'était pas drôle ce truc-là. Il a du talent, il a une présence et tout ça, mais c'est pas quelqu'un de nul. Mais c'était pas bon, quoi. Donc, Moi, je crois surtout qu'il aime bien se faire virer pour oui, passer pour une victime. voilà. Ça a été le cas avec vous, c'était le cas avec Et moi. puis c'est un jeu de marionnettes. Il cherche à aller au maximum. Oui, je pense que c'était vraiment voulu de sa part. Comme les gosses, ouais. voilà, Ouais. jusqu'à ce qu'ils prennent une claque. Alors, en quittant France Inter, vous écrivez à vos collaborateurs « J'ai une pensée émue pour ceux qui ont tant aimé me détester. » C'était vraiment terrible. Oui, parce que c'est un milieu moutonnier, quoi. C'est facile, c'est comme les gens qui ont un sac Vuitton dans les aéroports et qui se reconnaissent entre eux, un petit signe. Ouais. Donc me détester, c'était un signe de ralliement. Oui, Je oui. comprends ça, moi, je comprends tout ça, c'est pas un problème. Et vous racontez votre vie aujourd'hui, où vous êtes aussi protégé qu'un magasin Vuitton un samedi de gilet jaune. Absolument, oui. Alors Mathieu Ricard, on va voir si vous savez rester zen en toutes circonstances. On va faire un stress test. Alors quand quelqu'un passe devant vous dans une file d'attente, est-ce que vous arrivez à garder votre calme? Oui, ça va. L'autre jour, j'ai traversé en dehors des clous. Il y a un gars qui m'a dit « dégage, Bouddha !» Imaginons, vous prenez l'avion, il y a un enfant qui est assis derrière vous et il donne des coups de pied dans le dossier de votre siège. par exemple. Bah, heureusement, ils sont assez épais pour... D'accord, ça vous Ça, faut arrivera. faire avec, hein. Ouais. Et quand un chauffeur de taxi à Paris vous oblige à écouter les grosses têtes pendant tout le voyage. Non, mais ils sont très polis, en fait. Ils vous demandent. Et moi, je dis, écoutez, moi, ça me dérange pas. D'accord. Je reste tranquille si vous voulez l'écouter. D'accord. Vous regardez des films J'avais 40 ans que je n'ai pas été dans un hall de cinéma, mais j'en regarde de temps en temps à la télévision. sur écran, oui. Bon, quand la publicité arrive au moment où on va connaître le nom du meurtrier, est-ce que ça vous stresse ou pas? Je ne regarde pas des films où tout le monde s'entretue du D'accord, début à la ouais. fin, mais Mais c'est vrai que la publicité, en gros, il faut faire acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. ouais. Donc, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais très bien ce que je veux, donc je n'ai pas besoin de la pub. Imaginons que vous soyez au bord de la mer et le soir vous vous couchez, il y a du sable dans vos draps. Ça, c'est pas un problème. Tant que ça rentre pas dans mon appareil de photo, ça va. D'accord. Quand quelqu'un fait craquer ses doigts comme ça devant vous là, Pas de problème. ça vous énerve pas? Non. Vous allez chercher un recommandé à la poste. Bon. Est-ce que vous arrivez à garder votre calme? Non, mais c'est un peu agaçant quand des courriers services, là, ils vous disent « Ah ben, on n'a pas trouvé votre maison, il faut venir, c'est à 40 km. Quand vous commandez un dîner chinois chez Deliveroo et que le livreur a oublié les baguettes, » Ben, écoutez, en Inde, on mange avec ses doigts, mais ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Quand on vous demande si le prénom du Dalai Lama c'est Dalai, ça vous énerve? Ça m'est pas arrivé. Il n'y a que moi pour imaginer ça, d'accord. Quand vous devez participer à une conférence et que votre robe n'est pas repassée, Ben, elle l'est jamais. elle n'est jamais repassée. Ben, ça m'arrive 1 ou 2 fois tous les 3 ans. Ah bon, d'accord, ouais. Quand on vous fait des blagues sur votre tenue, pas de Ni problème. chaud ni froid. Et enfin, à mon avis c'est le pire, Ah. quand vous vous tapez le petit orteil contre un pied de lit, est-ce que ça vous gave? Bon, ça fait mal, c'est tout. Ouais, vous ne mettez pas en colère. Vous arrivez à avoir Pourquoi je me mal mets sans en vous colère énerver. contre qui, en plus? Oui, Le pied contre de lit. Contre le lit, oui, vous avez Franchement, raison. ça serait un peu bête. Et il est bien, vraiment.
Go down. Et j'accueille Ingrid Chauvin et Laurent Baffie. Ingrid Chauvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre CD de la collection Les Contes d'Ingrid Chauvin, publié chez Grunt. Alors, c'est Le Vilain Petit Canard C'est ça. de Hans Christian Andersen. On en reparlera tout à l'heure, mais d'abord, un mot sur le triomphe de Demain nous appartient. Plus de 3 millions de téléspectateurs tous les soirs sur TF1 et des fois jusqu'à 4 millions. ça. C'est un triomphe. Ça se passe bien, non? Ça se passe très très bien. Voilà, j'ai élu domicile à 7 depuis Ouais. 1 an et demi. C'est un gros succès, merci à tous, c'est grâce à vous. Moi, j'y suis pour rien. Moi. C'est vrai. Gros carton. Alors, vous, sur TF1, en plus des autres, il y a des acteurs connus. Il y a Alexandre Brasseur, il y a Laurie, il y a Charles Valandré, il y a Atmen Kelif. Donc, il y a un très, très beau casting. Ça marche très bien. Ça a commencé en juillet 2017. Le 17 juillet. Voilà, il y a déjà eu exactement. 341 épisodes. Vous pouvez nous faire un petit résumé, là? Ouais. Vous avez du temps. Alors, est-ce que les scénaristes galèrent pour trouver des idées ou pas? Mais alors, je sais pas ce qu'ils mangent, je sais pas à quoi ils sont dopés, mais ils ont une imagination débordante. Nous-mêmes, on est complètement bluffés. Effectivement, ils arrivent à C'est ou incroyable. sublimer la réalité ou trouver des histoires absolument Mais phénoménales. c'est la boîte qui fait Plus belle la vie. Ils sont Ouais. vraiment doués. Hein. C'est Ils New connaissent Web, bien ils le sont très, concept. très Forts, doués. ils sont forts. Ouais, ils n'en sont pas encore à la jumelle cachée, aux extraterrestres qui se droguent, non? Alors, pas les extraterrestres, mais il y a des histoires familiales qui sont quand même Terrible. assez Ah ouais, costauds. c'est Ouais. très très recherché. On regarde à quoi ça ressemble Magnéto, Serge. Faites un petit coucou. Voilà. Demain nous appartient sur TF1. Alors, cette semaine, le Figaro a comparé les soaps de la télé. Vous avez été numéro 1 avec 15 sur 20. Pas Meilleure mal. soap à la télé en ce moment. Bravo. Ça fait plaisir, merci. Alors, l'héroïne, c'est-à-dire vous, est à la fois forte et fragile, un peu comme vous, effectivement, mais quand on sait les épreuves que vous avez traversées, on comprend que vous êtes plus forte quand même que fragile. Hein. Voilà, les deux vont ensemble, Ouais. vraiment. Je pense que l'un apporte à l'autre. Alors, ça commence avec votre prénom, Ingrid. J'imagine qu'en 1990, quand les inconnus ont lancé Ingrid, est-ce que tu baises? Ça n'a pas dû être simple pour vous. C'était pas compliqué, mais je l'ai entendu souvent, ça, Ouais. là, j'avoue. Il y a plus grave. D'abord, votre père. Quand votre père rencontre votre mère, il a 24 ans, elle a 16 ans, c'est une très jolie fille. Ce qu'il a oublié de lui dire, en fait, c'est qu'il est déjà marié et qu'il a une petite fille de 4 ans. Et puis, il a des soucis avec l'alcool. Ça a été son gros problème. toute Son sa gros vie, problème. Et vous en avez beaucoup souffert. Et il y a des moments où il menaçait de vous kidnapper et de se suicider en voiture avec vous. Pour une enfant, ça doit être quelque chose de terrible, non? J'étais toute jeune, alors c'est vrai qu'on vit les choses un petit peu différemment à ce moment-là, mais avec le temps, on se rend compte de l'impact. Enfin voilà, ça reste des souvenirs et en même temps, malgré tout, mon père a toujours été mon héros à mes yeux et Ouais. aujourd'hui, il nous a quittés, mais il reste quelqu'un d'extraordinaire. Mais il est mort à 56 ans d'une cirrhose, donc l'été de la canicule C'est ça, en 2003. En Ouais. 2003, voilà. Alors, quelques mois plus tard, vous êtes au sommet de la gloire, parce que vous avez fait Femme de loi, vous avez fait Dolmen, et là, vous frôlez la mort dans un grave accident de voiture. Ça s'est passé comment? Tout bêtement, comme beaucoup d'accidents, aquaplaning sur l'autoroute, une plaque de gras, voilà. Et on a percuté une voiture, malheureusement, qui était garée sur la Ouais. bande d'arrêt d'urgence. Ouais, la faute n'a pas de chance. Ah, vous faites plusieurs tonneaux, votre corps est vraiment en miettes, 3 mois au lit sans bouger. Et là, ça vous coûte votre couple, hein, quand même, cette histoire. Oui, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas,
c'est un fait. Ouais. Vous rencontrez un autre homme, Thierry Pétieux, et vous tombez enceinte à l'âge de 39 ans, ce qui est quand même, pour avoir un enfant, pas évident. Malheureusement, le cœur de l'enfant s'arrête. Et vous dites cette phrase terrible. « J'ai vécu la sensation terrifiante d'être le cercueil de mon bébé. » Voilà, première épreuve de la vie. femme. Grosse épreuve. Voilà. Ouais. Je me souviens parfaitement de cette échographie que j'ai pu passer. Et en même temps, je le pressentais. Quand je suis arrivée faire cette échographie de contrôle, j'ai dit au médecin, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, mais non, vous inquiétez pas, on va faire une petite échographie. Et voilà. Je l'ai senti s'arrêter et ne pas oser évoquer le moindre... Enfin, voilà, pas de mots, rien. Elle m'a regardée, elle a eu les larmes aux yeux, elle me dit « Je suis désolée, c'est fini. » Voilà. Alors 1 an après, vous êtes de nouveau enceinte, vous accouchez de Jade, qui souffre de malformations cardiaques. Elle survivra à l'opération, mais elle mourra quelques mois plus tard. Là, pour échapper à vos pulsions suicidaires, vous écrivez un bouquin qui s'appelle « À cœur ouvert » et que je vous conseille de lire, qui est vraiment un livre formidable. Vous êtes arrivé à transmuter finalement votre souffrance. Ça a été une sorte de thérapie, et puis c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on ne veut même pas imaginer que ça puisse exister. Et voilà, et ça a été surtout un partage, et aujourd'hui je suis heureuse sincèrement de l'avoir écrit parce que c'est bouleversant, franchement. Merci, j'ai vraiment écrit très spontanément. J'ai mis du temps à le faire, ce sont mes mots, ce que je ressens au jour le jour, quoi, voilà. Et puis un soir, alors quand même, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, un soir vous n'arrivez pas à dormir, et vous êtes dans la cuisine pour grignoter vos biscuits préférés, les cookies à la nougatine. C'est vrai. Et ça, vous vous dites quand même... il y a un truc qui cloche. Forcément, vous sentez les choses, vous vous dites, là aussi c'est pareil, il y a un truc, quoi. Quelque chose qui se passe, et effectivement, vous êtes enceinte à 43 ans. C'est ça. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment le miracle qui arrive au moment où on s'y attend absolument pas. Génial. On était même prêt à partir en Espagne pour faire des dons d'ovocytes. Enfin, voilà. On n'avait absolument aucun problème, mais l'état psychologique dans lequel on était faisait que j'arrivais pas à tomber enceinte. Et 1 semaine avant ce départ, ce fameux départ en Espagne, je découvre des changements et je vais faire un test de grossesse qui va révéler cette nouvelle merveilleuse, quoi. Comme quoi, il faut jamais dire jamais, quoi. Et never surrender. Dire jamais, et il faut toujours regarder et imaginer des choses positives parce que ça aide. C'est extraordinaire, vraiment. Alors, il s'appelle Tom. Et il a un côté, vous dites, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va bien se passer, quoi. Il est rassurant, ce petit. Il est extrêmement rassurant, c'est incroyable. Et j'ai l'impression, et c'est fou, hein, les enfants, et même Jade, quand elle était avec nous, on a l'impression qu'ils ont une force beaucoup plus forte que nous, en fait. Enfin, ils comprennent tout, ils savent tout. Et c'est hallucinant la maturité qu'ils ont. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de parler à ces enfants, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Est-ce que Tom a aimé le vilain petit canard? Il a adoré. Et surtout, ce qui est mignon, c'est que je me suis un petit peu entraînée avec lui. Je prends des intonations et des voix différentes en fonction des petits personnages qui interviennent. Et voilà, je me suis entraînée sur lui. Et quand il se marrait, je me dis, tiens, ça, je vais peut-être le faire. Et voilà, il a participé un petit peu. Moi, mais quand j'étais gosse, j'adorais Andersen, Hans Christian Andersen. Donc, il y avait la petite sirène, il y avait tout ça. On t'appelle le vilain petit connard, tout à l'heure. Je vais peut-être l'adapter le prochain. Non, mais c'est vrai, c'est génial, Andersen. C'est des leçons de vie. C'est pas juste des contes pour enfants. C'est des contes pour enfants, mais à chaque fois, dans chaque conte, on les amène à la vie qu'ils vont vivre demain. C'est pas tout rose du tout. Au contraire, c'est très dur. Mais voilà, c'est une sorte d'apprentissage sur la vie. C'est sur l'acceptation de soi, en fait. Aussi. C'est très important. Éric Antoine nous en parlait il y a quelques temps. C'est vraiment tout à fait important comme notion. Alors, il y a le livre, il y a le CD. Ouais. Et sur le CD, vous racontez donc l'histoire. Sur le CD, je raconte l'histoire. C'est pour les parents qui sont un petit peu flemmards et qui n'ont pas envie de raconter l'histoire. En voiture, c'est super pratique aussi. Voilà. Il est très joliment illustré par Emmanuel Collin, que j'admire beaucoup. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce conte. C'est publié chez Grunt. Oui. Le cadeau de Noël est super cadeau de Noël. Ah ouais. En tous les cas, on est très heureux de ce qui vous arrive et que
vous connaissiez ce succès incroyable tous les soirs encore à TF1. C'est chouette, la vie, voilà. La vie est ainsi faite. C'est vraiment les montagnes russes. Et voilà, quand il y a des belles choses qui arrivent, il faut les savourer et pas s'en contenter. Merci. Belle leçon de vie en tous les cas. Merci. Merci Ingrid Chauvin d'avoir été avec nous. Et voilà, on commence avec un quiz. Tout le monde joue. Ça s'appelle le Biopic Quiz. Alors, je vous donne un acteur ou une actrice et vous me donnez la célébrité qu'il ou elle a incarnée au cinéma. C'est de la triche. J'ai pas une aussi bonne culture cinématographique. Et eux non plus, vous inquiétez pas. Marion Cotillard. Piaf. Vous êtes trop rapide. Ouais. Faut articuler, faut être prêt. Éric Elmosnino. Gainsbourg. Ouais. Ah, ils sont rapides. C'est 2 pour toi. François-Xavier Demézy. Oui. Laurent. Oui. Vous comptez les points, hein? 0, hein. Rami Malek. Ah oui, alors c'est Au revoir là-haut. Freddie Mercury. Voilà. Mais c'est de la triche. Non, mais c'est pas grave. C'est de la triche. Non, c'est pas triché. Freddie Mercury. Ah oui, bien sûr, j'ai pas. Eh oui. Vincent Cassel. Gauguin. Pas que, Gauguin. Les Mesrine. 2 sont bons. Attention, Salma Hayek. Frida Kahlo. Ah, Frida Kahlo. Ah, celui-là, il est pour Lambert. Bravo. Dès que c'est un peu... Non, Lambert Wilson ne s'intéresse pas aux biopics faits par les autres acteurs. Jacques Dutronc. Gauguin. Non. Non, Van Gogh. Ouais. Ah oui, bravo. Comment je peux dire Gauguin? Quel con. Ouais. Jamie Foxx. Red Charles. Ouais. Ah là là, c'est trop fort. Moi, j'abandonne ceux-là. Oh non. Attends, tu peux remonter à bas, hein. Jérémy Régnier. Claude François. Non, moi, je... Attention. Meryl Streep. Thatcher. Oui. Oui, tellement. Il y a un suspense, là. Michel Bouquet. Mitterrand. Oui. Oui. Forest Whitaker. Jamel Debbouze. Non. Ah merde, pas loin. Non, c'est un dirigeant africain. Africain, oui. Il a Mandela. Non. Non. Un dirigeant méchant. Amin Dada. Oui. Non, Daniel. Attention, c'est égalité entre Laurent Baffy et Jérôme Commandeur, et il en reste un. Et donc c'est là que tout va se jouer. On se concentre. Le gagnant aura droit à embrasser. La bise. Ah, c'est mort. La bise. Bien sûr. La bise. Sur ma joue à moi. Voilà. Ça dépend. Attention, Pierre Ninet. Saint-Laurent. Ouais. Laurent Baffy. Et maintenant, on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Ariel Dombal, rebonsoir. Alors vous êtes ici ce soir, Ariel, pour nous parler de Alien Crystal Palace, votre 4e long métrage. Alors avec vous, il y a donc Asia Argento, Michel Faux, grand acteur Michel Faux, oui. Christian Louboutin, notre ami Christian Louboutin, et Nicolas Kerr. Et là, accrochez-vous, je fais le pitch. C'est l'histoire d'un savant fou à la tête d'une secte qui organise un faux tournage de film pour provoquer la rencontre entre une réalisatrice, Ariel Dombal, et un rocker, Nicolas Kerr. Car il les juge suffisamment différents et compatibles pour recréer le mythe antique de l'androgyne de Platon. Ce mythe raconte que les humains à l'origine étaient des êtres complets qui ont été coupés en deux et donc qui sont condamnés à chercher leur moitié d'orange. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc c'est bien ça. Hein. Oui.
Exactement. C'est- Et en même temps, ce chef de secte, il a pris la place de Mythique, Grindr, Tinder. Ouais. C'est quelqu'un qui Tinder. croit... Oui, c'est les quelqu'un enfants. qui croit savoir mieux que nous-mêmes les objets du désir, qui croit savoir mieux que nous-mêmes qui sera la personne idéale. Alors, c'est l'histoire de Dolores Rivers, donc, qui est une cinéaste underground, et de Nicolas Atlante, qui est un chanteur de rock vénéneux. Oui. Hein, voilà. Mais le diable va s'en mêler. Oui, le diable va s'en mêler, car qu'est-ce que c'est que le diable, finalement, aussi? C'est notre inconscient, dont nous ne sommes pas maîtres. Mais voilà, les inconscients ont leur mot à dire Et voilà, aussi. et voilà, et là tout commence. Alors, moi j'ai vu le film, je veux dire, soit vous remportez un César, soit vous êtes interné en fait. Alors, est-ce que le LSD est fourni avec la place de cinéma ou est-ce qu'il faut venir? Est-ce qu'il faut, parce que c'est très perché, il faut peut-être venir avec son propre LSD, je sais pas moi. Non, mais il est vrai que je suis entourée de beaucoup d'artistes qui sont assez... Perché. oui, mettons, voilà. Choisissons Et- cet adjectif pour aujourd'hui. Voilà, mais mettons qu'il y a pas mal de gens qui prennent de la coke et des alcools et des psychotropes. Oui. Mais il y en a d'une manière générale en France énormément. Bien Tout sûr. le monde est sous psychotrope. Bien Tout sûr, le si- monde est en train de... Pas que des gens, il y a même des chats perchés. Ça, c'est mignon. C'est vrai qu'à la sortie de la projection, les gens disaient est-ce que tu peux nous donner le 06 de ton dealer quoi. Non, mais c'est-à-dire que c'est très, très psycho, c'est un film très stylisé. Très Je beau. dirais que c'est presque un film, un hyperréalisme fantasmagorique. Et moi, j'ai voulu faire un film qui ressemble aux metteurs en scène que j'admire. Et donc, je me suis inspirée visuellement, stylistiquement, Ouais. de gens Buñuel. qui sont Buñuel, Tarkovsky, Dario Argento, le père Dario d'Asia. Argento, le père d'Asia, bien sûr, Kubrick, Ouais. Cronenberg, des gens Ah, moi qui aussi, vont deux. au-delà, qui vont un peu au-delà du Non réel. mais c'est une œuvre d'art. Mais ce qu'on ne sait pas sur Ariel, c'est qu'elle aime travailler l'image et c'est une très bonne technicienne de Oui. post-prod. Ça se voit là. Et elle expérimente beaucoup de choses Voilà. et elle commence à avoir beaucoup de maîtrise. Non, mais merci. Moi, je Ne me dis fais- pas non quand je dis un truc. Non. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé mélanger les supports. Ouais. J'aime la 3D. J'aime les effets spéciaux. Je mets longtemps à les fabriquer parce que tout ça est fait de manière artisanale et sans argent. Et je crois que Comme c'est Méliès. important. Oui, il y a un côté Oui, c'est Méliès. vrai, c'est vrai. absolument. Je suis extraterrestre, je suis extraterrestre, je vois les choses qu'on ne voit pas, les choses. Ariel, que vous avez déclaré, je suis touché par les gilets jaunes, j'adore leurs phrases. Moi, la fin du monde, je m'en fous, je pense à la fin du mois. Alors ça vous a plu, cette phrase-là? Ben, c'est-à-dire que je crois qu'on est dans une époque où, pour la première fois, l'humanité, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la première fois, mais on se rend compte que la fin du monde est possible Oui. et qu'elle est là. Ça peut arriver. Bon. Et donc, les sociétés sont dans une espèce d'inquiétude. Et en France, alors que c'est un pays où on est quand même extraordinairement gâté, il y a ce grand mouvement quand même d'inquiétude de gens qui ne se sentent pas bien et qui en même temps vous brisent le cœur parce que quand on entend singulièrement les revendications des Gilets jaunes, eh bien c'est toujours... Personne ne peut être insensible. Personne ne peut être insensible et c'est ça la force de Du ce mouvement, c'est pour ça qu'il y a Voilà. 60% des Français qui les soutiennent. Voilà. Alors, est-ce qu'à Marrakech, pendant les fêtes de Noël, il n'y avait pas de gilets jaunes en vérité? Vous avez pas Moi j'avais un bikini jaune, Ah, ben voilà. mais... Alors ça, c'est leur plus beau soutien, ça. hein. Non, parce que Voilà. oh, on a vu vos vœux magnéto, Serge. Feliz Año Nuevo 2019, when love comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every day your loved ones hold you tight. Oh la la la, c'est magnifique. Happy
happy. Et voilà, un triomphe pour Ariel Dombal. Et voilà, Alien Crystal Palace. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est faux. Et maintenant, on passe à l'interview d'Amir, l'interview trop sympa. Alors, Amir, est-ce que vous donnez vos vieux vêtements à des associations? Oui, surtout à ma famille, en fait. Ah ouais, d'accord. Avant. Est-ce que vous prêtez facilement de l'argent à vos potes? Ouais. À quel intérêt, pardon, quel est le taux pour, 10%. 10%. Est-ce que vous prêtez votre voiture à votre beau-frère? J'ai pas de voiture. Pas de beau-frère? Non, si, j'ai un beau-frère, mais j'ai Pas pas de voiture. Est-ce que vous gardez les enfants de vos proches pour leur faire plaisir? J'ai pas de patience. Ah, d'accord. Pas de voiture, pas de patience, pas de beau-frère. Est-ce que vous aidez les gens si vous voyez quelqu'un qui a un pneu crevé, par exemple? Est-ce que vous allez l'aider? J'ai déjà tenté, mais ça a mis pas de plus de temps parce que je... Le mec, il a rien, quoi. C'est que sa gueule, quoi. Je sais pas, on essaye. Est-ce que vous aidez les aveugles à traverser la rue? Oui. Pas d'aveugle. Et je te jure que c'est bizarre, mais quand je vois une personne âgée, même si elle veut pas traverser la rue... Laurent l'a fait avec un aveugle, on s'en souvient. Est-ce que vous aidez les vieilles dames à ramasser les crottes de leurs chiens? Non. Non. Et tes crottes à toi. Est-ce que vous demandez un Christine doggy Bravo, bag? d'ailleurs. Qui t'es embarqué dans un truc, Amir, là. Est-ce que vous demandez un doggy bag au resto pour le donner à des SDF? Non, mais je pourrais demander un doggy bag pour prendre ce que j'ai pas terminé de manger, parce que je hais le gaspillage alimentaire. Bah, ça, c'est un garçon exemplaire. T'as Non, remarqué? c'est pas ça, Non, c'est mais tu vois comme t'es loin de lui, François, quand même. Toi qui es une merde. Non, mais, est-ce que si un proche vous le demandait, vous feriez comme Richard Berry, vous lui donneriez un rein? Bah oui, bah évidemment, la santé avant tout, la famille avant tout. Vous en resterez un. Alors que Méline, dis à Amir combien tu as de reins. 3. C'est pas vrai. Et t'en as pas filé? Mais ils sont fonctionnels, les 3? Ah ouais. Combien de fois par jour tu pisses? Est-ce que vous avez toujours une bonne blague à raconter pour détendre l'atmosphère? T'as vu comme je parle lentement? Ouais. Le temps que je termine la blague, ils vont perdre l'envie de rire. Mais tu connais une blague, Amir? Je connais une blague? J'en connais plein. Vas-y, fais-en une. Allez, ok. On va essayer. Vas-y. 2 secondes, ça va venir. On est mardi, déjà. Ok. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit au barman, je voudrais un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tout le bar. Ouais. Bon, le gars, il est content, il fait la tournée de tout le monde. À la fin, il lui dit de régler tant. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, quoi, t'as pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent. Bon, il commence à lui rentrer dedans, violemment. Le mec s'en est pris plein la gueule, il a évidemment pas payé, il est parti. La semaine d'après, il revient et il dit la même chose, je veux un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tous les clients dans le bar. Alors, t'as le barman qui se dit, bon, il a pris sa leçon, à mon avis, maintenant, il s'est redressé. Il fait la même chose, il sert, à la fin, il dit, l'addition s'étend. Il dit, désolé, j'ai rien. Le mec, là, il en peut plus, il est rageux, il lui explose le crâne. Le mec, il va 1 mois à l'hôpital, 1 mois de convalescence. Il retourne encore une fois au bar en chaise roulante. Il dit, maintenant, je veux un verre pour moi et un verre pour tous les clients. Alors le barman, il dit, mais moi, tu m'invites plus cette fois-ci? Il dit, non, toi, quand tu bois, tu deviens violent. Elle est bonne, ça va. Pierre Arditi. Vous êtes ici ce soir, Pierre Arditi, pour que je vous pose des questions lamentables. Et je crois que vous n'allez pas être déçus. Par exemple, ça a été l'escalier, la hanche, ça a tenu bon C'est pas la hanche qui pose problème. Ah. C'est les genoux, c'est très sympa, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, vous verrez, ça va, vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Alors, allons-y. Vous avez déclaré, je suis un grand-père complètement gâteux. Pourquoi préciser grand-père? Tu nous entends? Et donc, il y aura une réponse à donner. Non, il n'y a pas de réponse, c'est lamentable, et puis c'est tout. Hein. Alors, si ce que je vois de moi est la vérité, je suis en fin de carrière. Alors, j'ai trouvé une photo de vous au réveil. Oui? Regardez. Bah, c'est... Lamentable. C'est lamentable. Ouais. Alors, au point où on en est, je crois que le plus simple pour évacuer le sujet, c'est de regarder tous les lamentables. Un best-of de lamentables. Faisons ça. T'es pas venu pour rien. Ah non, ça... Magnéto, Serge.
C'est lamentable, cette émission est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Hein. Une fois de plus, c'est lamentable. Hein. C'est lamentable, c'est nul. Lamentable. Lamentable. C'est lamentable, honnêtement. Ça, c'est vraiment lamentable. Cette émission est vraiment lamentable. Et voilà, lamentable. Je vous fais baver, hein. Alors, Pierre Arditi, vous êtes ici ce soir pour une pièce de théâtre. Oh, sans déconner, c'est rare. Sans déconner. dont vous partagez l'affiche avec Michel Leb. Oui, Oui, c'est un peu le problème. Oui. C'est lamentable. Est-ce que quand vous avez rencontré Michel Leb, Oui. est-ce que vous avez été étonné qu'il n'ait pas l'accent africain? Alors, ça, c'est intéressant comme question. Et... Alors, la pièce s'appelle Compromis. Une pièce En de... deux mots. Ouais. Non, c'est une pièce en un seul mot. C'est une pièce de Philippe Claudel, mise en scène par le grand Bernard Murat. Le pitch, Pierre Arditi est obligé de faire un compromis et il partage l'affiche avec un gars qui fait la mouche. Exactement. Alors l'avantage de faire la mouche, c'est que les mouches vous ont jamais accusé d'être raciste, par exemple. Ça, Jamais. Ça, c'est Exactement. l'avantage. Vous êtes très amis des mouches. Même les mouches à Med. Même les mouches. Pas mal. C'est lamentable. Pas mal. Ce regard se baffie avec bonheur, parce que j'aime beaucoup. Ouais. Et alors, il a cette petite nouvelle coupe de cheveux un peu grisonnante, comme ça. Bah, t'as bien fait une extension du pénis, j'ai droit. Oh. Arrête. Mais enfin, Laurent. Enfin, ça. Mais c'est pathétique. Oh Ouais. Un nouveau c'est jingle. du ouais. Ça y est. Ça y est. T'inquiète pas que... Alors, Pierre, ce qu'on va faire, on va commencer, Pierre, une nouvelle série, si vous voulez bien, de Pathétique. Oui, donc on a d'accord. 10 ans qui viennent. Oui, bon. On va oublier Lamentable. Oui. Et on va faire Pathétique, d'accord? Ça marche. C'est le duo-duel de la rentrée. Duo-duel. C'est la première fois que vous jouez ensemble. Oui. Et Pierre Arditi et Michel Leb, c'est un sacré compromis. Oui. Oh là là. Il y a de l'écriture, hein. on peut le dire. C'est bizarre quand même d'avoir réuni le gars de la pub du Crédit Lyonnais et le gars de la pub Bégon Jaune. Magnéto, Serge. Vous m'éclairez. Je décide. Alors heureux? Comment ne pas l'être? On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a Bégon jaune et contre les il y a Bégon vert. Quelle grande idée! Mais il faut bien. Je savais bien aussi que ça allait. Ça commence bien, et là. Oui, c'est toujours pareil. Là, on est au C'est sommet pathétique. du pathétique. Du pathétique, Mais voilà, on n'est plus du tout dans le lamentable. C'est quand même très intéressant. Enfin, vous êtes enfin réunis, on est ravis évidemment de vous voir. Il y en a un qui fait parfaitement l'Africain et l'autre qui est parfait dans le rôle du mec consterné par les vannes de Thierry Ardisson. On est d'accord? Très bien. Alors, ça sent l'émission lamentable. Hein. Là, je vois qu'on on est au top. Là. C'est lamentable. On est au top. Ça crougnoute un maximum. Je dois dire. Alors, Pierre Arditi, vous l'aimiez, Michel Leb, ou c'est quelqu'un que vous étiez sympathique? Michel Leb. Michel Leb, Vous me vous le demandez pas trouviez moi si sympathique? j'aimais bien Pierre Arditi, moi. Mais on va y venir. Ah, d'accord, merci. J'aime bien Michel Leb. Oui. Ouais. Enfin, je l'aimais bien comme Vous ça. l'aimez bien avant? Je l'aimais bien avant, je le trouvais sympathique, je trouvais qu'il avait du talent. Là, Mais vous ne le connaissiez pas, en fait? Et depuis? On ne se connaissait pas énormément. Voilà. On passait... Là, vous êtes rencontrés. Et là, maintenant, on s'est rencontrés. Et je dois dire que c'est une rencontre très agréable et très fraternelle. Michel Leb, vous ne trouvez pas qu'il cabotine un peu, quand même? Non, moi j'ai toujours aimé ça. Quand je l'ai vu, c'est mes grands-parents qui m'ont demandé d'aller le voir quand j'étais tout petit. Et il jouait à Alençon, un remake de Nicolas et Pimprenel, et il était remarquable. Tu as oublié Sarah Bernard, mais si tu peux sortir Sarah Bernard... J'aimerais beaucoup sortir Sarah Bernard, parce que j'avais de l'admiration pour lui. On est bien, là. Ils sont pires que nous deux. Là, là c'est Pipo et Mario font du théâtre. Là. Pipo et Mario. Alors, le fait que Michel Leb ait tourné dans Godfinger, ça vous gêne pas? C'était un porno, ça? Oui, connais pas Godfinger? certaines chattes n'aiment pas le mou. Voilà. Voilà le véritable... Certaines chattes n'aiment pas le mou. Non. Tu connais J'avais pas? tourné ça quand t'as jamais vu j'avais ça? 20 ans, j'ai tourné ça effectivement pour payer mes études. Voilà. Et puis c'est pas grave, hein. Évidemment, et surtout... J'en ai aussi- fait un, moi aussi. Ah non, un non. scoop. Mais c'est un scoop. Ça s'appelle Alice et Chloé, un truc comme ça. Ça bouffe la chatte? Non, je l'ai vu, celui-là. C'était tourné par un cinéaste qui était très connu, qui s'appelait René Guinville. Ah ouais, Voilà, ouais, oui. un- Alors, c'était un mage un peu illuminé comme ça. C'était un vrai porno ou c'était Non, un vous avez film déjà érotique? vu- Peut-être un film érotique, on Érotique, dirait. Oui, Ah oui, oui. moi aussi, c'était un film érotique. Il n'y avait Bien, aucune scène alors, de nu. Hein. Sur l'affiche, qui a la photo la plus grande? Sur quelle affiche? L'affiche du théâtre.
Je m'en fous. Moi aussi. Lui. Je regarde, je crois que celle de Leb est un peu plus grande. Non, pas du Non. tout. Je m'en fous complètement. Moi aussi. Alors, Qui est le plus payé? Le plus payé. Alors ça, moi, je sais que je suis payé comme lui. Ils sont cons. Ah, je vous adore. C'est très bien. Oui, j'adore. Voilà. Et lequel connaît le mieux son texte? Alors c'est moi. de nous deux. Non, c'est moi. Non, alors ça, franchement, le mec... je vais vous expliquer comment Pierre travaille. Je vais vous expliquer comment... Laisse-moi, tu permets? Oui, vas-y. Alors, voilà, comment ça se passe quand Pierre est en scène. Donc, quand il a, soi-disant, travaillé depuis 6 semaines le texte. Alors, je vais te dire une chose. Alors, écoute-moi bien. Alors, je vais te dire. Pendant ce temps-là, il cherche le mot qui va suivre. Alors, je vais te dire, voilà, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, il met 25 minutes avant de sortir la première phrase. Ce qui fait que la pièce est beaucoup plus longue, en fait. Bah, évidemment. Donc, les gens sont à 1h du matin. Alors tout le monde se dit c'est extrêmement drôle, mais en fait il rame. Voilà. Et donc, je vais donc vous expliquer le mode de fonctionnement de mon ami Michel. Bien Leb, sûr. qui lui est dans le système absolument inverse, n'est-ce pas? Car il a les mêmes trous de mémoire que les miens, mais simplement ça ne se décrit pas de la même manière. C'est-à-dire que lui, il a mémorisé les blancs magnétiques entre un mot et un autre mot qu'il n'arrive pas à trouver. Alors il fait, je voudrais vous dire que si tu ne veux pas... Et donc, si tu veux... Le public ne sait pas ce que c'est que le blanc magnétique. En réalité, la vraie durée de la pièce... La vraie durée de la pièce, c'est 24 minutes, mais entre nous deux, ça dure 1h45. Voilà. Je vous adore, je me réjouis d'y aller. De toute façon, Arditi, je vais voir toutes tes pièces, tu le sais bien. Bon, alors, moi, je suis de la merde. Arrête tes conneries, pourquoi tu dis ça? Écoute, Michel. Arditi, c'est formidable. Non, Arditi, mais pas ça. Arrête, mais si. Mais non, Michel, moi, je me casse. non, arrête, Michel, retenez-moi, Michel, reviens. Robert. Alors, le pitch, c'est 2 amis de 30 ans qui sont dans un appartement et qui vide. font plus. Pierre Arditi, vous êtes un comédien médiocre. Absolument. Non mais revenons à la pièce. Mais c'est... Michel Leb. Il est bon. Vous êtes un dramaturge. Vous êtes un dramaturge raté. Voilà. Alors, Pierre vend son appartement et il a demandé à Michel d'être présent pour la signature du compromis avec l'acheteur. Donc, en attendant l'acheteur, ils commencent à discuter, puis comme souvent dans ce genre de situation, ils finissent par se dire leur cas de vérité, ils finissent par s'engueuler. Ça donne pas envie. Hein. Si. Alors après, Claudel, ce mec est pitoyable, mais c'est bordélique. Ça, c'est pour après. Ça, c'est quand on aura 80 ans. Je te propose que tous nos 70 ans, on les fasse sur pathétique, et quand on aura 80, on passe à l'autre adjectif. Ça marche. Alors, évidemment, il y a un compromis avec l'acheteur, mais il y a aussi des compromissions. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous demandez à Michel de ne pas dire qu'il y a de l'amiante dans les murs et que les tuyaux sont en plomb. Donc ça, c'est de la compromission, évidemment. Alors, le seul problème, évidemment, c'est comme samedi, par exemple, le postillon. Là, vous avez fait un postillon samedi. Et d'où il sort? Mais comment c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça. Bah oui. Oui, alors. Bah, tout le monde en parle. Alors on ne crache pas sur son public. Postillon, le postillon. Non, c'est pas ça. Le postillon a déclenché un fou rire. Là, on est dans la quintessence de ce qu'un ringard peut faire pour attirer l'attention sur lui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dû avoir un petit machin comme ça. L'autre a fait comme si je lui avais glavioté. Non, t'es en face. Il avait comme ça. Pile en face. Donc les gens ont du la gueule. Tu l'as pris où, le postillon, Michel? Non, je l'ai pris dans l'œil. Oh merde. Comme Rodrigue. Comme Rodrigue. Tu l'as pris dans l'œil, le postillon. Surtout, comme dit Jean-Marie Bigard, c'était un mâle. Alors je te dis pas, plaf. Les gens dans la salle ont adoré, évidemment, parce qu'après, vous n'arriviez plus à jouer, vous étiez mort de rire. C'est des grands moments au théâtre. Oui, grands moments. Ça ne faudra pas trop le répéter. Si Murat entend ça, on va se faire cogner, je te le dis. Alors, toujours est-il que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde et que maintenant, vous êtes ensemble tout le temps. Et là, par exemple, sur la photo, vous essayez de faire un selfie. Alors, ce qu'il faut quand même vous dire, c'est qu'un selfie, c'est dans l'autre sens. C'est vieux. Hein. Michel, le selfie, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est génial. Elle est géniale. Bon, Philippe, alors, c'est la saison des récompenses. On va voir si vous êtes prêts à ne pas en avoir. On va faire une interview, pas de César. I'm a loser, and I lost someone who means to me. I'm a loser.
Philippe Lachaud, vous êtes ici ce soir parce que vous venez de ne pas recevoir de César du meilleur film pour Nicky Larson. C'est déjà le 4e César que vous ne recevez pas. Est-ce que c'est toujours la même émotion? Absolument, à chaque fois on travaille dur pour justement rater cette récompense. Ouais. Et c'est pas si simple. Bah non, parce que c'est déjà un honneur de ne pas être nommé. Absolument, Thierry. Non, je vais me oui, c'est un honneur de. On finit par s'habituer quand même, ou ça reste incroyable? N'empêche, j'étais l'année dernière. Le César du public. Voilà, et j'étais le 3e film qui avait fait le plus d'entrées, donc j'ai quand même vu mon film à la cérémonie. Et voilà, peut-être que l'année prochaine tu y C'est seras. alibi.com. Est-ce que vous avez une pensée pour tous ceux qui ont eu un César et qui sont dégoûtés à l'heure qu'il est? Oui, enfin c'est des petites pensées parce que je pense qu'ils sont pas trop dégoûtés quand même. non, je pense que ça fait plaisir de recevoir cette récompense. Ça te ferait plaisir? Ah bah évidemment. Enfin, mais t'en auras jamais. Oui, non, je sais. Ça, mais rêve pas, t'en auras jamais. Je sais très bien. Mais non, les films qui marchent et qui font rire, ils en ont pas. Enfin, tous ceux qui font de la comédie te le diront. Pour nous, le plus important reste évidemment de faire rire le public. Le public bah en oui. salle. Alors, j'imagine que ça fait longtemps que vous rêvez de ne pas avoir de César. Ça fait longtemps que... Qu'est-ce que tu veux répondre à cette question de merde? Oui, ça fait longtemps que je ne veux pas avoir de César parce que... après, on risquerait de me proposer d'autres genres de films et moi, je veux faire des comédies. Voilà, mais t'es bien parti pour ça. J'ai lu dans le magazine Le Point que Philippe était considéré comme le nouveau Francis Weber. Mais alors ça, si c'est vrai... Mais c'est vrai. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de Parce ouf. que moi, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Francis Weber avec Pierre Richard. Voilà. Où je voyais mes parents rire devant ces films dans le canapé, donc je connais les films par cœur. Et je l'ai même remercié du coup au générique de Baby Sting. J'ai dit merci Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Ben voilà. Est-ce que vous espérez qu'un jour on vous donne pas un César pour l'ensemble de votre œuvre? Mais le Graal, ce serait de ne pas avoir d'Oscar quand même. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. J'espère surtout ne jamais avoir d'Oscar. Pas du tout. Ah non, mais surtout pas. Après, obligé de tourner avec Brad Pitt, DiCaprio, tous les gens dont je suis fan. C'est une tanasse totale. Alors, on commence avec vous, Vaïmalama Chavez. Bonsoir, Miss France 2019. Je crois qu'il y a, depuis longtemps, pas une aussi jolie Miss France. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. On a bien fait d'ouvrir le concours au temps sexuel, ça apporte un plus. Et je suis très heureuse de représenter tout le monde, d'ailleurs. Ah, juste l'accent qui fait débander, mais c'est pas... Oh, c'est pas vrai. Ça dépend pour qui? En fait, vous ne connaissez pas Laurent Baffy? Pas encore. Mais bon, je tâte le terrain là et... Après, ce sera moi. Alors, je rappelle le principe du concours Miss France, donc des jeunes filles qui veulent devenir médecins ou vétérinaires, qui gagnent et qui finissent animatrices sur la TNT. En général, c'est ça. C'est un point de vue. En ce qui me concerne, je souhaite terminer professeur de marketing dans un lycée. Ouh! Ah, j'envie les élèves. Ah ouais. Tu vas te mettre au marketing, Laurent? Je pense que je vais être très sévère. Ça risque d'être pas facile. Vous êtes dominatrice en plus. Et ça va lui plaire encore plus. C'est ce qu'il cherche en fait. Ouais. Attention, vous allez finir au coin. J'aime beaucoup sa répartie. Ah ouais, parce que là. non seulement c'est la plus belle, mais en plus elle a du caractère. Alors, Vaille, j'imagine qu'en tant que Miss France, vous êtes pour la paix dans le monde, évidemment. Laurent. Quoi? Non, reviens. Ah non, j'ai pas dit de revenir, hein? Non, elle n'a pas dit. Ah, pardon. Vous êtes punis. Je peux revenir, maîtresse, s'il vous plaît? Non. Excusez-vous d'abord. Je m'excuse, maîtresse. Je tolère pour cette fois. Merci. Et je n'ai pas pété. C'est Comment tu fantastique. dis ça? Pas pété, t'as été. Mais Vanne géographique. on dit pas fait été. Hein. Laurent, est-ce que tu sais ce que veut dire le prénom de Vaï Malama? Écoute, je n'ai pas pour habitude d'insulter ta maman, donc je ne traduirai pas. Ça veut dire source de lumière. Ah, c'est joli. Ouais, mais enfin... C'était le deuxième prénom de Lady Di. Ouais. Et Je suis flattée. Dans le tunnel, elle l'a vu. ah voilà. Je savais qu'il y avait une chute. Le 15 décembre 2018 à Lille, vous avez été élue Miss France, la 89e du nom, Magnéto Serge.
Miss France 2019 est... Miss Tahiti. Premier mot, Miss Tahiti, alors que vous pleurez de joie, vos impressions. Sapristi. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. C'est waouh. C'est incroyable. C'est beau. C'est très beau. Il dit sapristi, à part Tintin et Emmanuel Macron, plus personne ne dit sapristi. Mais là-bas, ça veut dire putain de bordel à queue. Vous mesurez combien? 1m78 sans les talons. Ah ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, quand vous avez la robe sur scène, c'est incroyable. Hein. Elle est magnifique. Hein. Elle est très grande. Très, très belle silhouette. Alors, tout le monde nous adore. Même Mélenchon. Chavez. Ah oui. Bien foutu quand même. Ouais, bien. Alors, en devenant Miss France, vous avez gagné plein de trucs. Une suite de 245 mètres carrés au Georges V. Bah, pour une nuit. Je ne savais pas combien elle mesurait et je me suis perdue dedans, effectivement. 245 mètres carrés. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit-là? Bon, on peut pas le dire. Parce que... Mais, alors déjà, j'ai pas dormi. Ben, tu m'étonnes. Déjà. Oui, parce qu'on a quitté l'île, il devait être 1h du matin, le temps de revenir vers Paris, il était 3h, 4h du matin. Mais j'ai été prendre un bain à la place. Ah, d'accord. Parce que je trouvais que c'était... J'arrivais pas à dormir. Mais qui y avait avec vous? Il y avait Sylvie, il y avait Alizé, il y avait... beaucoup de monde, en fait. Pourquoi on n'était pas là? On est con. On était où, nous? Alors, vous avez gagné 10 montres. C'est difficile de porter 10 montres, quand même. Eh ben, je peux en porter qu'une seule à la fois, Bah parce oui. que je trouve que ça fait bizarre. C'est une d'en montre que vous porter avez gagnée, 10. là? Oui. Et alors, ce qui est complètement con, vous avez gagné un voyage à l'île Maurice. Oui. Mais vous venez de Tahiti, ils sont complètement cons. Ça reste... Qu'est-ce que j'allais aller foutre à l'île Maurice? Je vais aller me promener. Vous allez y aller? Bien sûr. Ah bon? Évidemment, bon. c'est pas comme Gennevilliers Tahiti. qui est bien aussi. Je connais pas encore. Ah oui, je vais te faire découvrir Gennevilliers. C'est hawaïen, c'est pas grave, Oui. hein, c'est pour faire voyager les gens. D'accord. Hein. Je sais que c'est pas tahitien. Bon. Alors, est-ce qu'en tant que tahitienne, en revanche, vous prenez les douches dehors quand il pleut? Ça arrive. Mais tu vois. Mais pas en France. Pas en France, d'accord. Alors, vos parents ont fait 18 000 km pour venir assister au couronnement. Votre père est employé de poste à Papeete. Oui. Votre mère est infirmière. Et. Bah, Papeete. Non, elle est à côté, elle est à Pirée. 2 jours de bateau, quand même. Tahiti, ça mesure 73 km de long. On fait le tour de l'île en 2 heures en voiture. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec Ah ouais, les dimensions de la métropole. Alors, vous aviez 2 ans quand vos parents se sont séparés. Oui. Donc, toute votre vie, vous avez été en garde alternée, c'est Oui. ça? Et alors? Alors, c'est Fiu. Fiu, c'est un mot tahitien qui a été francisé. Je vous laisserai aller regarder. Fiu. C'est chiant, ça veut dire. C'est chiant. Ah oui, vous savez. Ah, il parle, il a J'ai appris. baisé pas mal de tahitiennes, hein, j'ai un passif. Hein. Il Les a filles me appris. disaient, t'es fiou. À 18 ans, comme beaucoup d'adolescents en Polynésie, vous étiez en surpoids. Il y a un enfant sur 3 en Polynésie. Qui souffre de surpoids ou d'obésité, effectivement. Ouais, c'est incroyable. C'est Et un donc, constat alarmant. vous pesiez, c'est 84 kilos. Oui. Ça va. J'arrive de Tahiti et c'est vrai qu'au petit déjeuner, ils sont tous, les enfants, en train de boire des boissons sucrées, du Coca-Cola. Ah ouais. Mais c'est incroyable. Bon, pas Il y a des tous, bouteilles. mais ils sont très nombreux, Énormément de sucre tout le temps, partout. Ah ouais. Alors à l'époque, vous ne vous peignez plus les cheveux, vous portez des gros shorts de surf. Vous avez des lentes, enfin c'est pas une bonne période. Bah, à Tahiti, ça peut arriver, effectivement. Vous laissez, il vous laissez un peu aller à l'époque, c'est vrai, non? Oui, beaucoup. Ouais. J'étais très Comment? négligée. C'est quand on vous voit là, on n'arrive pas à le croire. Ah ouais. La métamorphose. Hein. Parce qu'à Et l'époque, on lui disait, Vainé, c'est gonflé. Et là, Miss France, quoi. Elle était bonne, celle-là. Tu sais qu'à l'école, c'est incroyable quand tu la vois, ses camarades l'appelaient le monstre. Le monstre. Ça donne de l'espoir. Ah ouais. Ah ouais. Et puis un jour, vous vous regardez dans le miroir et là, ça repart, vous vous dites je suis forte et je vais
y arriver. Et vous décidez que tout ce que les gens pourront vous dire, vous vous en foutrez. Ça ne vous toucherait pas. Je décide que c'est moi qui compte et que ce qu'ils disent ne passe pas avant ce que moi je pense. C'est pas con, hein. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors, hein, si les Miss se mettent à être intelligentes, ça va fausser tous nos repères. Hein, Pourtant, elles le sont toutes. C'est dommage que vous ne le voyez que maintenant. Vous avez raison, maîtresse. Tac, bim. Laurent. Ah, il a raison, Allez, au point. C'est bien, en discipline. Quand vous voulez qu'il revienne, vous lui... Ah, il est mal barré. Ah ouais. Moi, j'avais donné un avertissement. Je suis désolée. Ah oui, excusez-moi, maîtresse. Ah là là, comment elle l'a mis au pas, le Bafi, dis donc. Et moi, est-ce que je me comporte bien, maîtresse? Pour l'instant, ça va. Toi, t'as envie de te faire talquer. Alors, à partir de ce moment-là, vous changez votre façon de manger, vous faites du sport, et vous décidez donc de vous présenter au concours de Miss. C'est à la suite de plusieurs événements, effectivement. Non, pourquoi? Elle m'a gaulé tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, je le surveille, maîtresse. Moi aussi, j'ai les yeux partout. Non mais, quand vous décidez de vous présenter à les concours de Miss, votre maman le prend très mal à ce moment-là, non? Elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai envie de faire. Elle a d'autres projets pour moi. Alors, vous êtes ultra déterminé, hein, parce que vous devenez Miss Tahiti en obtenant un master en management. Mine de rien, quand même. Hein. Et en punishment. T'as vu comment elle te manage? Oh la vache. Oh la Attention, vache. parce que tu vas te mettre à genoux si tu continues. Oui, pardon, excuse-moi, maîtresse. Pardon. Ah, je me savais plus depuis 25 ans. C'est la première fois que quelqu'un le met à l'amende comme ça. maîtresse. Et il obéit, t'as vu, il obéit. Alors, cette détermination, aujourd'hui, vous la tournez contre le harcèlement scolaire. Revenez. Il peut revenir là, c'est le harcèlement scolaire, Laurent. C'est un sujet que tu connais, ça? Oh oui. Bon. Vous harceliez beaucoup? J'étais harcelé par mes profs qui voulaient que j'apprenne mes leçons, c'est con. T'imagines l'élève que c'était, Laurent? Ça devait pas être facile. Hein. Ouais, pas du tout. 700 000 gosses sont victimes de harcèlement scolaire, mine de rien. C'est beaucoup, un chiffre hein. énorme, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ça? Parce que... Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut faire. Je souhaite écouter d'abord, parce que c'est ce qu'il y a de plus important en réalité. On a trop tendance à parler pour ne rien dire, en fait, parce qu'on a envie d'avoir la parole. Et ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce qu'il faudrait réagir. Et pour ça, il faut une réalité du terrain. Et donc, poser des questions pertinentes, écouter les réponses et voir comment est-ce qu'on peut agir par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes fier de votre 42? Ah oui, bien sûr. Alors, Sylvie Tellier a dit « Les Français ont voté pour les rondeurs cette année, et je trouve ça chouette. Elle est sympa, Sylvie Tellier? Non. Géniale. Franchement, elle est géniale. Ah bon? Geneviève, elle est sympa, Sylvie Tellier? Non. non, elle n'est pas sympa. Non, pas du tout. Sympa? Non, tu peux me laisser dormir? Oui, bien sûr, Geneviève. Alors, il y a un truc terrible. Quel est-il? C'est qu'il paraît que jeudi soir, pour la Saint-Valentin, vous étiez seul. Enfin, oui et non. J'étais avec des copines. Ah bon, d'accord. Oui, et on a fait une soirée, une Saint-Valentin. Ah, Voilà. sans mec. C'est-à-dire? Raclette et copines. Raclette et copines, d'accord. C'est vrai, ça fait contrepétrie, raclette et copines. Et en fait, non. Mais on a envie de le mélanger. Bah, dès qu'on la voit, on a envie de se mélanger, ça c'est... Avec de la raclette, probablement. Le fromage, c'est délicieux. On m'appelle fromage fondu, moi. Alors, mais ceci étant, t'as tes chances avec Vi, elle adore les blagues nulles. Alors, je vais te faire une blague, on va voir si tu la trouves. Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles? Festival de Cannes. Ouais, bravo! Ah là là! Alors, Michel, on va faire une interview. À quel âge? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. Alors, vous me dites à quel âge pourraient correspondre ces phrases pour vous. J'ai voulu faire actrice. 6 ans. 7 ans. Ah ouais. J'étais quand même vraiment bien gaulé. À quel âge? Jusqu'à, on va dire, la quarantaine. J'avais vraiment pas une thune. Alors, j'ai eu de la chance, ça m'est jamais arrivé. Ouais, quand vous étiez petite, c'était dur à la maison quand même. Parce que quand même, ça ramait quand il y avait les huissiers qui venaient à la maison. Ouais, mais moi, j'ai jamais manqué de rien parce que mon père supportait pas l'idée que je n'ai rien. Il vendait ses meubles à ses amis. Voilà, il vendait extraordinaire. parce qu'on faisait à l'époque des
des saisies dans l'appartement. Ouais. Et donc, il fait venir les copains. Et quand l'huissier disait, bon, ben voilà, là, c'est tant ce fauteuil, cette table, etc. Donc, il y avait le copain de mon père qui rachetait les meubles. Donc, les meubles ne partaient pas de la maison. Voilà. Et ce qui était génial aussi, c'est que ton père allait dans des boutiques de jouets et te couvrait de cadeaux en faisant des chèques sans provision. Tout le temps, oui. Et donc, on venait le dimanche d'après, et le monsieur disait à mon père, excusez-moi, mais là, le chèque, il n'était pas apprévisionné. Ah bon? Oh, ben ça... Bon, je vais vous en refaire un autre. J'ai eu la chance de le connaître. J'aurais pu tuer mon mec à quel âge? Le premier à 12 ans et demi. D'accord. Sexuellement, c'était le top. À quel âge? Oh, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ouais. Il y a les partenaires. J'étais dépressive. À quel âge? 42, 43. Quand vous avez divorcé? Mais ça va, vous avez bien remis? Ah bah oui, bah bien sûr, mais il faut se soigner. Hein. Ah ouais, franchement. Et ça a fait un bon spectacle. Ouais. Ouais. Coécrit par Marie-Pascale Osterit. Bravo! 2 fois! À la fin de ma carrière, qui est pas loin, mais je serai... C'est dans 15 jours, ça va. Dans 15 jours, ouais. Alors, j'ai arrêté de croire à la fidélité à quel âge? Je me demande si j'y ai un peu cru, d'ailleurs. J'ai fait le deuil de mes parents. Non. Non. Vous l'avez pas fait, ça, en fait. Non. À n'importe quel âge, vous l'avez toujours Ouais, pas je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être orphelin. Ouais, bah oui. Et moi, je me sens sans mes parents tous les jours de ma vie. Ouais. J'ai fait la paix avec les mecs à quel âge? Toujours pas. Ah ouais? Oh, bah non, vu les zigomards que j'ai croisés, là, non. Je fais pas la paix avec eux encore. J'ai fait la paix avec moi-même à quel âge? Je vais pas tarder. Chantal Latsou, vous êtes ici ce soir pour annoncer au monde entier qu'elle est enceinte. Votre nouveau spectacle Ouais. au Casino de Paris, donc du 12 au 19 janvier, puis une tournée dans toute la France, évidemment, Oui. jusqu'en juin 2019. Sans Attention. bande-annonce. Voilà, sans bande-annonce, oui. Ah oui. Il n'y a pas de bande-annonce. Non. La bande-annonce, comme disait Tim C'est Seat, elle. C'est moi. elle. Bah oui, c'est Je ça. suis un spectacle vivant. Et ça s'appelle... Plus de gens, ça va pas durer. Et ça s'appelle On the Road Again. Alors vous allez l'appeler On the Road Again, peut-être à cause de Can Hit, peut-être à cause de ça. Pourquoi? Un peu les deux, un peu les deux, un peu les deux. D'abord parce que je commence une carrière internationale. Donc, on the road again. Étant donné que les gens ne comprennent pas beaucoup ce que je dis, Oui, en je vais anglais, avoir ça une change bonne rien. annonce en dessous, Ouais. vous voyez. C'est vrai. Votre mari l'appelle pas le spectacle On the Road Again, il l'appelle Enfin peinard tout seul à la maison. Alors on a l'affiche, hein, l'affiche quand même, on a la... L'affiche est sublime. Voilà, l'affiche est vachement bien. Vous avez un côté là... Alors là, c'est marrant, je peux vous raconter l'histoire de l'affiche. C'est qu'à la fin de la séance, je déteste faire des photos. Et à la fin de la séance, j'étais fatiguée. J'ai mis mes cheveux en avant et hop, le photographe, le génie du photographe, Pascalito, a surpris le regard. Qui est assez Vous génial. croyez pas qu'il se moque un peu de vous? Pourquoi vous ne la trouvez pas bien? Si, j'adore. Ça vous modernise à mort. Complètement. Et je pensais qu'aujourd'hui vous alliez arriver comme ça, moi. Peut-être, j'aurais dû le faire, oui. Ouais. Alors, comme il n'y a pas de bande-annonce, on va vous demander de quoi vous avez parlé. Est-ce que vous avez parlé de Michel? Oui, un petit peu. Oh, il est beau, on est pas mal quand Michel, même. Michel. 42 Il est, ans de attends, il est où, mariage. lui, là, sur la photo? Alors, il paraît que Michel, vous avez peur de le toucher des fois avec vos sketchs. Vous faites attention à ce que Oui, vous dites quand même. Parce que quelquefois, il est un peu vexé. Mais ceci dit, il rit tous les soirs quand Ah il ouais, vient. quand même. Bah, quand je il voit parle les de lui, recettes. ouais, je parle de lui et ses copains lui disent « Mais c'est de toi dont elle se moque ». Il dit « Pas du tout, c'est pas moi Ouais. Ou il est neuneux ou il est d'une mauvaise foi totale, faut savoir. Est-ce que vous avez parlé de vos petits-enfants? Parce qu'il y avait Georges, Baby Georges. Baby Georges. Et maintenant, il y a Gabriel. Hein. Gabriel, j'ai 2 petits-enfants et mon petit-fils est adorable. Mon petit-fils m'appelle Momi. Ouais. Il a vu le film. Et l'autre jour, ma fille était à un mariage avec son mari. Et il y avait une grande tête de cerf comme ça, avec des bois gigantesques. Ça, c'est Michel. Oui, non, mon petit-fils a fait momie comme ça. C'est génial quand même. Il sait que t'es cocu, c'est marrant. Sérieusement, il paraît que les petits-enfants, quand ils passent, c'est vrai en plus, quand ils passent du temps avec Chantal, quand ils reviennent chez sa fille, ils n'arrivent plus à articuler. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est adorable. Bon, donc on a vu, il y a Michel,
il y a les petits-enfants, il y a Giovanni. Giovanni. Regardez. Oui, Giovanni, ouais. Oh là là. Oh là là. J'ai présenté les Energy Awards avec lui. Et alors, il vous a tellement troublé aux Energy Music Awards que vous avez annoncé le gagnant de la chanson internationale de l'année avant la fin du magnéto de présentation. C'est-à-dire qu'elle a fait la boulette. Non, je comprends rien à ces émissions où ça crie trop fort, ça parle pas. Ouais, donc ça- ouais, il y a ouais. de la musique et les gens Ouais. crient et c'est ça que je ne comprends Non mais rien. Giovanni, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, Giovanni. Non, il est très sympa. Ah ouais. Et puis, il est pas con pour un beau garçon. Ah. C'est vrai. Souvent, on dit il a rien dans le citron. ça. Alors que vous deux, vous êtes moches, mais ils sont intelligents. Ils ont des trucs On à est dire. même loin d'être cons. Alors donc, on a vu Michel, les petits-enfants, Giovanni. Est-ce que vous avez parlé, ça c'est quand même un truc, de la tentative de viol là, sur le bateau là? Ah non. Vous en parlez pas? C'est vrai, vous avez entendu ça quelque part? C'est vrai que j'ai failli. Elle violer. visitait un bateau, le mec lui dit viens voir mon bateau. Et elle y va, et quand elle visite le bateau, le mec la pousse dans une cabine. Et il a essayé. Et on hein. s'est battu pendant 3 heures. Il a essayé. Il a essayé, il n'a 3 pas heures. réussi. J'ai pas réussi à le violer. Alors, je vais vous proposer des photos, parce qu'on n'a jamais su finalement qui était ce gars-là. Je vais vous proposer des photos de suspects, et vous allez me dire si vous les reconnaissez. D'accord. Voilà, c'est Usual Suspects. On commence. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Ah, il y a quelque chose, oui. C'est Perron. Il C'est t'a baisé Loïc sur le Perron. perron, lui. C'est Loïc Ferron. Est-ce que c'est lui? Non. Alors c'est lui. Je suis sûr que c'est le suivant. Lui. Ah, et lui, je l'ai rencontré. Non, parce que sinon on a une autre solution, c'est lui. Qui c'est? Bah, Christophe Colomb. Ah, Christophe Colomb, non. Enfin, l'important, c'est qu'il ne soit pas arrivé à ses fins. Exactement. Ce salaud. Et j'étais vierge en plus. C'était quand, ça? Merde. C'était il n'y a pas très longtemps. Ça a été daté au carbone 14, cette histoire? Tu te souviens de ça? Eh, il y a un truc, je ne sais pas si vous en parlez, c'est la période sombre de votre vie. Oui. Quand vous étiez prostituée. Oui. Magnéto, Serge. Bonjour mon minou. Pardon, il y a des feux ici. Tu nous fais un verre? Oui, mais je cherche monsieur Charles Vernois. Tu connais pas? Connais pas. Qu'est-ce que tu lui veux à Charles Vernois? Tu rigolais là, non? Pas Faites mal. bien la pute, hein? Je faisais des putes ou des concierges à l'époque. J'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et vous avez fait de la scène? Ouais. Avec quel succès? Mais j'ai failli, d'ailleurs, j'ai failli faire les valseuses quand même. Ah ouais? Ah oui, j'avais fait le casting des valseuses. À la place de Depardieu? Non, le rôle de Miu Miu, figure-toi. Ah bon? Ouais. Dommage, ça aurait été Et bien. le mec, à un moment donné, me dit enlève ton soutien-gorge, enlève ton t-shirt. Et j'ai pas voulu le faire. Non. J'ai fait des photos avec un copain. Alors que bien ringard. maintenant, vous le feriez volontiers. Maintenant, je le fais, oui. Ils sont punis, maintenant, Ouais. je le fais. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai pas voulu le faire, donc j'ai pas eu le rôle. J'ai raconté ça à Depardieu il y a pas longtemps. Il m'a dit t'as qu'à me les montrer maintenant. Alors Lambert Wilson, malgré votre immense carrière, vous êtes toujours aussi humble. Il est temps que ça change. On va faire une interview. Alain Delon. Mais quand je suis tout seul, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de ça. Est-ce que vous pensez que Lambert Wilson peut tout jouer? Lambert Wilson pense qu'il peut tout jouer, en effet. Pourquoi pensez-vous que les femmes aiment autant Lambert Wilson? Les femmes aiment Lambert Wilson parce que Lambert Wilson est beau. Pourquoi pensez-vous que les hommes aiment autant Lambert Wilson? Et les hommes aiment beaucoup Lambert Wilson parce que les hommes aiment leurs femmes qui aiment Lambert Wilson. Ah oui, d'accord. Lambert Wilson pense-t-il que ces films seront un jour étudiés dans les lycées? Lambert Wilson sait que ces films sont étudiés dans les lycées, car La princesse de Montpensier est étudiée dans les lycées. Lambert Wilson trouve-t-il qu'un théâtre Lambert Wilson serait quand même la moindre des choses? Lambert Wilson pense qu'un opéra serait mieux destiné. C'est vrai que
Garnier, on ne sait même plus qui c'est. Oui, Alors que Lambert Wilson, oui. Est-ce que vous pensez que Lambert Wilson doit beaucoup à son extraordinaire physique? Et Lambert Wilson doit beaucoup à son nez. Ah oui. Et en général, quand on a un grand nez... Et des grandes mains. Est-ce que Lambert Wilson compte bientôt avoir une rue à son nom? Lambert Wilson a déjà une avenue à son nom, l'avenue du président Wilson. Ah, mais c'est vrai. Est-ce que Lambert Wilson est une star au Japon? Et Lambert Wilson ignore le Japon. Lambert Wilson, ce Lambert Wilson quand même. Est-ce que Lambert Wilson pense que je mérite vraiment de le recevoir ce soir? Lambert Wilson apprécie cette invitation. Comment Lambert Wilson conclurait-il cette interview pour laisser une trace indélébile dans l'histoire de la télévision française? Je vous ai compris. Triomphe, triomphe. Bravo Lambert. Go down. Le blind test. Donc d'abord, Laurent, si tu pouvais t'asseoir ailleurs. Bien sûr, Non, Thierry. non, pas encore au piqué, pas encore. M'asseoir ailleurs. Non, prends ton siège et mets-toi n'importe où, mais... Mais pourquoi? Parce qu'il souffle. Ah, il souffle. Ah ouais, non, souffle pas. Ah. Tu vas où? Ailleurs, tu m'as demandé de m'asseoir ailleurs. Alors c'est Très tout bien. droit, hein, tout Allez. droit. Très bien, attention. Alors, ce soir, le thème du blind test, c'est les surnoms. Évidemment, c'est en hommage à Christophe Willem, la tortue, donc les surnoms, voilà. Ouais. C'est-à-dire, vous devez trouver D'accord. qui chante, mais si vous trouvez le surnom, là, vous marquez 2 points, évidemment. D'accord. Et alors là, le vainqueur Ouais. devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. On va regarder d'ailleurs les meilleures célébrations moi, je de vais gagner. la saison. Magnéto, Serge. Et voilà. Attention, musique. Qui chante? Hip-hop. Iggy Pop. Iggy Pop. Mais non, mais J'ai Iggy Pop. moi aussi, j'ai chanté Quel est- avec lui. Iguanon. Arrête de Quel est son taper surnom? Ariel. J'ai chanté Ah avec ben lui. moi aussi. Attendez, L'iguane. attends, quel est son surnom? L'iguane. L'iguane. Allez, allez. Je donne 2 points. 2 points, Ariel Dombal. Laurent, t'as- C'est toi qui as dit. Alors, C'est moi qui ai dit l'iguane. Non, Ah bah. c'est pas ça. C'est quand tu dis Iggy Pop, t'as le droit, c'est à toi que revient le droit pourquoi de on dire... changerait parce pas que- cette règle? Non, pas ce soir en tout cas. Alors c'est moi qui gagnais. 2 points, 2 points. Je suis ravie. Laurent, ah, je vois pas Laurent là-haut. Je suis encore plus perché qu'Ariel. Attention, musique. Enrico Macias. 113. Pas Faudel. 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 Le surnom. Le petit Le petit prince prince du du rail. rail. Le petit prince, 2 points. 2 Non, je le points savais. Je te jure, pour je le Christophe savais. Willem. Attention, musique. Piaf, piaf. Ah, Piaf. Allez, venez, Milord. Allez, venez, Milord. Oui, le surnom. Ah, La môme. La môme. La môme. La môme moineau. Oui, la môme est... Ah. Alors, 2 points pour Willem, 2 points pour Ariel, 1 point pour Bafi. Allez,
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Allez, venez, Milord, la 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 la. Elle aura pas de point en plus. Allez, allez. Un point pour Ariel. Non. Ça fait 3 points pour Ariel. Oui. 2 pour Willem. T'as donné 1 pour l'idée. ma fille. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je pense à toi. Ça, je peux avoir un point, moi. Attention, là, ça va aller très vite. Musique. Michael Jackson. Oui, Michael le Jackson, surnom. le King de Pop. King of Pop, bravo. Ok, lui. Ah non, là, c'est dur pour toi, là. Attends. Je suis désolé, hein, vraiment. Ah, je suis désolé de pas tricher, en fait. Mais tu triches pas, toi. Non, bon, voilà. Attention. Bon, reviens. Reviens, Laurent. Non, reviens. je reste là. Non, il est bien, Reviens. Non. Laurent. Même pas en rêve. Laurent. Reviens, Laurent. Allez, finissez. Ah, il veut pas. Il veut plus revenir. Ah, Là, je vais vous cracher dessus, c'est rigolo. Il est casse-couille. Attention, musique. Dutronc. Elvis. Le King. C'est pas grave. Donc en fait, ce jeu, ça s'appelle... Un point pour Boublil, qui a trouvé Presley. Un point pour Ariel, qui a trouvé le King. Ça, c'est non, mais vrai. attends. Laurent, reviens. Alors. Jamais. Là, les règles du jeu changent avec Ariel. Oui. Donc le jeu s'appelle « Il faut qu'Ariel gagne ». Non, mais voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas du tout envie qu'Ariel gagne, simplement parce que Non, mais tu c'est vois la Ariel en vérité. train de faire la célébration de foot. Je préférais que ça soit toi. Hein. Non, parce qu'elle pourrait soulever son maillot et ça ferait de l'audience. Ça serait chouette. Musique. On paye de l'argent facile, combien sont Booba, le surnom B2O, Boulby, le duc de Boulogne. Ah, attends. On n'est pas obligé d'écouter ça non plus, hein, c'est un jeu. Et le surnom de Booba, c'est le petit ourson. Ouais, il y a aussi 23 cm. Qui gagne? Max Boublil est en tête. Est-ce que tu acceptes? Tu n'es pas obligé d'accepter, tu peux partir avec ton pognon. Hein, dis-moi, tu peux j'aime rentrer le challenge, dis-moi. Non, si tu aimes le challenge, est-ce que tu acceptes le Super Banco? En vrai, je partirais avec ça, mais je sens que je vais décevoir tout le monde. Allez, Non. vas-y, Super Banco. Bravo. Le Super Banco. Ah là, j'adore. Oh là. Ça, c'est The Originals. Down to Love Town. Mais bon, c'est pour moi. Allons-y. Oui. Musique. J'ai reconnu. Brassens. Carla Bruni. Non, l'autre. Carla Bruni. Non, l'autre. Hey. Ariel Dombal. Ariel Dombal, et son surnom. La chatte perchée. Non. La dame à BHL. Voilà. La dame à BHL. Tu es chemise aussi. Bon, donc c'est de toute évidence Max C'est lui. qui va nous faire effectivement la célébration du match de foot. Attention. Mais c'est dingue. Au début, Thierry, regarde ce qu'aurait pu faire Christophe. Christophe, Ouais, très bonne bonne idée. suggestion. Comment Christophe, Vas-y, nique-le. Allez. attention. Hop. Parfait. Et Ariel. Je vous demande de vous arrêter. Ariel, va pas te faire mal avec leurs conneries. Hein. Non, non. T'es sûr? Attention, musique.
énorme, énorme. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.